Bonsoir mesdames et bonsoir messieurs. Sur ces plateaux, je reçois deux professeurs. Il y a le professeur Goma Binda, qui est professeur et philosophe, le professeur de l'Université de Kinshasa. Je reçois aussi le professeur Alain Moutela, Congo, qui est professeur à l'IPEN, mais qui est théologien. Pourquoi avoir eu ces deux professeurs sur le plateau? C'est parce qu'on veut rendre hommage au philosophe et théologien, professeur Kamana. Le prof Kamana est décédé au mois de juillet de cette année 2021. La plupart des gens, au moins qui connaissent un peu l'Afrique, Kamana est parmi les grands intellectuels africains. Mais il est congolais. Il a eu le temps de faire le tour du monde et le tour de l'Afrique. Et Kamana avait comme objectif rendre l'Afrique sa dignité, refaire l'imaginaire africain. Mais cet homme, il est mort à Goma, enterré à Goma. On n'a vu aucun politicien s'intéresser à lui. Raison pour laquelle nous, intellectuels, nous avons le devoir de rendre hommage à un de nôtres, pour que ceux qui viendront après continuent avec cette attitude. Bonsoir, prof. Bonsoir. Monsieur le directeur. Oui, je pense qu'on ne va pas faire une émission, des débats, on va faire des discussions. Vous, professeur Mbinda, en tant que philosophe, monsieur le prof Moutela, en tant que théologien, on va voir avec vous, nous allons discuter sur le cheminement de Kamana en tant que philosophe et théologien, et toute sa vie, pour lui rendre hommage. Je vais commencer par vous, prof Goma Binda. Comment vous avez connu Kamana? Eh bien, Kamana, j'ai eu à le connaître d'abord par la science, par exactement Congo-Afrique. Vous savez, la revue Congo-Afrique, puis Zaïre-Afrique, c'est redevenu Congo-Afrique, est l'un des outils par lesquels les intellectuels de notre pays se sont exprimés le plus grandement possible. Et j'ai découvert depuis 1977, pendant même qu'il était étudiant, il a d'abord étudié à Kimwenza, chez les jésuites, ensuite il est passé aux facultés catholiques, et pendant qu'il était étudiant, il s'intéressait beaucoup à la pensée et à l'écriture. Dans la revue Congo-Afrique, c'est le premier qui a fait accepter une rubrique spéciale que l'éditeur a appelée « Regard sur les temps actuels ». Et nous, on s'intéressait aussi, bien entendu, à lire 77. J'ai lisé beaucoup Congo-Afrique et puis Zaïre-Afrique. Et regard sur les temps actuels, et c'était lui, pratiquement, qui animait cette rubrique. Dès le premier numéro, il parlait d'un thème formidable. C'est quoi? Eh bien, il parlait de l'éthique. Sans l'éthique, il n'y a pas de monde véritable. L'éthique, c'est d'abord la justice. Un monde juste, disait-il, c'est un monde humain. Et pour avoir un monde humain, il faut absolument pratiquer la justice. Et depuis ce premier numéro-là, jusqu'à 92 à peu près, il avait écrit 47 articles. 47. Et donc, presque tous les intellectuels connaissent cette rubrique-là, Regard sur les temps actuels. Après lui, quand il s'est déplacé, il y a eu quelques textes qui paraissaient dans cette rubrique-là, mais pas en grand nombre. Et par après, ça a même tari, parce que moi-même, je suis l'un des membres dans la direction de cette revue. Donc ça a pratiquement tari. Mais Kamana s'est révélé à partir de là, pendant qu'il était étudiant. Très peu d'étudiants
écrivent des textes bien faits, des textes bien pensés. Et lui avait déjà, dès pratiquement le lancement de cette rubrique-là, été reconnu comme un véritable penseur-écrivain. Je le connais parce que moi-même, effectivement, depuis que j'étais étudiant aussi, j'ai commencé à écrire depuis 1976, où j'ai écrit mon premier article Dans Jeune Afrique. oui, Zaïre Afrique. Qui est dirigé par des jésuites. Les jésuites, c'est exact. Merci beaucoup, Voilà. prof Moutela. Comment vous l'avez connu? Voilà, merci de la parole. Moi, j'ai connu le professeur Kamana comme tout étudiant en théologie. Alors, on ne peut pas étudier la théologie africaine sans rencontrer le professeur Kamana. C'est dans les contextes-là et surtout la critique qu'il lui a adressée aux grands théologiens de l'inculturation, notamment le professeur Oscar Bimoini Kweshi, le patriarche Tchibangu Chichikou. Lui, il avait ses francs-parler, il respectait ses grands frères aînés, mais il avait cette capacité de critiquer aussi ses frères aînés. Alors, quand j'ai commencé à m'intéresser à la théologie de l'inculturation, c'est comme ça que j'ai connu le professeur Kamana comme penseur. Mais personnellement et physiquement, je l'ai vu ici à Kinshasa, dans le bureau du directeur que vous êtes. Et c'est lui qui m'avait appelé, parce qu'il avait compris qu'il y a un jeune qui a fait sa thèse sur le professeur Oscar Bimoini Kweshi. Il voulait me voir, moi aussi je voulais le voir. Nous nous sommes rencontrés. Et puis quand je suis allé à Goma, en 2019-2020, nous nous sommes rencontrés aussi dans son institut qu'il dirigeait, le Centre interculturel pour les pays des Grands Lacs. Ok, pour l'Institut. Voilà. Oui, moi, c'est par hasard que je l'ai connu. Je faisais déjà des petits articles dans les potentiels quand j'étais au potentiel. Et j'ai eu la chance de lire son article dans Zaïre Afrique, sur l'intellectuel zaïrois, je pense. Oui, il a écrit également beaucoup sur l'intellectuel. Ouais, voilà. Ça m'a beaucoup frappé. Un jour, je me trouve à Yaoundé, en 2005, sur place, on s'est parlé avec le professeur Bouyamba Kankolongo, qui vient de décéder, qui est déjà décédé. Et Bouyamba me dira que Kamana était ici. J'ai commencé à le chercher, on ne s'est pas rencontrés, je suis rentré à Kinshasa. Je l'ai appelé. On a commencé à discuter, à se parler au téléphone. Je lui ai demandé s'il peut accepter qu'on fasse des interviews. Donc j'étais le premier aux gens de potentiel à interviewer Kamana, et ces interviews passaient dans les journaux. Après un temps, j'ai pris le temps d'aller en vacances à Bafoussam, là où il était. Et j'ai fait une semaine avec lui. Et j'ai fait 3 grandes interviews. Comme j'étais à la tête de télévision Télé 7, je suis rentré ici et j'ai fait passer ça à la télévision. Les gens étaient surpris parce qu'on ne parlait plus de lui. Donc c'est un homme qui a fait le tour de l'Afrique, un homme qui était contre les institutions. Il aime la liberté. Donc vivre l'évangile et la pensée en réalité, au lieu d'être un peu hypocrite. Et Kamana a publié en 2003, quand il avait 50 ans, ce livre à cœur ouvert, Confession d'un croyant africain. Et là, je pense qu'on va discuter avec le prof Moutela qui a travaillé sur Bimoini Kweshi, là où il explique qu'il a été habitué à tirer sur tout le monde. Il a même tiré sur les grands théologiens Bimoini Kweshi. Et puis, en tirant sur lui, les vieux n'avaient pas beaucoup parlé, mais se sont rencontrés. En se rencontrant, ils ont parlé. Et les vieux, le professeur Bimoini l'a convaincu avec ce qu'on appelle bosquet initiatique. On va en parler. Et je profite pour donner un peu quelques livres de mon ami Kamana qu'il a publié. Le premier, c'est À cœur ouvert, Confession d'un croyant africain, de ses mémoires, qu'il a publié il y a longtemps. Deuxième livre qu'il a publié, Éduquer l'imaginaire africain, les devoirs d'aujourd'hui, les enjeux d'avenir. Troisième, Changer la République démocratique du Congo. Quatrième, Pour l'économie du bonheur partagé, préfacé par le professeur Tchozambiye. Construire une société heureuse. Ça, c'est
Ça c'est quatrième. Cinquième, réimaginer l'éducation de la jeunesse africaine. Idées, directives et orientations fondamentales. Sixième, la mission de l'Église africaine pour une nouvelle éthique mondiale et une civilisation de l'espérance. Septième, l'Afrique, notre projet. Huitième, les vrais enjeux de la Renaissance africaine pour les générations montantes. Neuvième, philosophie africaine et culture, préfacé par Georges Ngal. Dixième, il y a urgence pour la nouvelle indépendance de l'Afrique et de notre pays, publié en 2010, lors du cinquantenaire. Onzième, l'homme congolais et la culture de l'intelligence. Réflexion pour une société du savoir, de la recherche et du savoir-faire. Douzième, donc on a eu à publier avec lui trois livres. Le premier, c'est la RD Congo est à inventer. Donc c'est une interview, un entretien que j'ai eu avec lui. Donc c'était la somme de tout ce qu'on a fait comme interview quand il était à Bafoussam, publié en 2008 aux éditions Le Potentiel. On a publié, je pense, ça c'est le dernier livre, son dernier livre, L'Afrique et l'ordre néolibéral planétaire. On a publié ensemble un horizon critique pour les nouveaux hommes congolais. Un autre pour la nouvelle indépendance de l'Afrique. Repères, exigences, orientation et action. Prof, je pense que ce que j'ai donné comme livre, c'est peu. L'homme a publié beaucoup. Je pense que ceux qui vont aller sur Google aujourd'hui, ils auront assez d'informations. Prof, vous l'avez connu, vous l'avez lu, vous avez écrit ensemble dans Congo-Afrique, Zaïre-Afrique. Sur le plan philosophique, qu'est-ce qui caractérisait Kamana et pourquoi le thème Afrique revient tout le temps dans ses écrits, dans ses œuvres? Oui, c'est l'une des qualités qu'il faut reconnaître justement à Kamana parce que toute sa pensée est centrée sur l'Afrique, sur le Congo, sur l'homme que nous sommes au Congo dans un temps et dans un espace bien précis. Il ne s'agissait pas pour lui d'aller réfléchir sur les philosophes occidentaux comme nous avons l'habitude de le faire ici, d'aller réfléchir sur Heidegger, sur Ricoeur, sur Kant, etc., mais sur l'Afrique. Et nous ne sommes pas nombreux à faire comme lui. Ça, c'est déjà un mérite, c'est une qualité. Pour lui, c'est l'Afrique qui le concerne, parce qu'il est africain. Il vit les espoirs, les espérances et les souffrances des Africains, de ses frères, de là où il est. Ce n'est pas qu'il s'agit de sauter, de faire un bond, aller chercher ses matières à penser ailleurs. Non, c'est sur place qu'il faut rechercher, qu'il faut regarder les souffrances de ses frères et tenter d'y amener, tant soit peu, une solution. Voilà, donc là, c'est un philosophe qui n'a fait que penser l'Afrique. Toute sa pensée, effectivement, est centrée sur l'Afrique. L'un des premiers textes en philosophie qu'il a écrit, c'est un article justement dans Congo-Afrique, les philosophies négro-africaines et le développement. Là, je crois qu'il réagissait à un colloque qui s'était tenu à Lubumbashi, justement sur la capacité de notre philosophie que nous produisons à pouvoir conduire quelque part nos pays, à pouvoir amener le pays au développement. Donc, et lui aussi, comme Moudimbe d'ailleurs, pratiquement dans les mêmes
dans la même période, en tout cas dans les mêmes numéros, avait également réagi sur la question qui était discutée à Lubumbashi, à la faculté de lettres et philosophie à l'époque. Et Kamana est aussi revenu. Et il a dit, la véritable pensée que nous puissions produire, la véritable philosophie, c'est celle qui concerne effectivement la manière de nous penser nous-mêmes, nous, Africains, pour que nous puissions nous-mêmes et par nous-mêmes rechercher les chemins qui mènent au développement. Donc ça, je crois que c'est une préoccupation fondamentale qui était pertinente. Et nous entrons, nous aussi, nous nous situons. C'est pour cela que j'ai voulu effectivement venir lui rendre cet hommage, parce que nous nous situons dans la même perspective de pouvoir travailler d'abord et avant tout sur ce que nous sommes nous-mêmes, sur nos défauts, sur nos qualités, sur nos espoirs, sur ce que nous devons devenir et comment, tant soit peu, nous pouvons devenir ce que nous désirons être. Le professeur, ce qui est frappant dans ses mémoires à cœur ouvert, qu'il a publié quand il avait 50 ans, vous avez posé la question sur les noms qu'il avait, parce que son nom, ce n'était pas Kamana, c'était Kango du Côte d'Ivoire. Et il a pris ce nom et il répond, j'ai pris un bout de phrase. Les noms, donc, ces choix qui m'échantent parce que me désignaient également par les noms d'un célèbre joueur de football de notre équipe nationale, le Léopard du Zaïre de l'époque, un véritable génie du milieu de terrain. Et le génie du c'était Mana. Mana, oui, il est dit dans ses choix de Mana. Inconsciemment, sans doute, mais fermement aussi, l'ambition était pour moi de devenir un génial milieu de terrain de la pensée. Parce que je savais en ce temps-là que mon destin serait littéraire, philosophique et théologique. Ça donne l'impression parce que c'est dans le préface de Ngal, à son livre sur philosophie africaine et culture, Ngal il dit que Kamana n'a pas une pensée spécifique. Lui-même dit qu'il doit voir tous les autres pour mettre les choses en ordre. C'est comme ça qu'il s'est dit, il est Mana. Donc un milieu de la pensée, philosophique et autres. Effectivement, il est devenu un Mana, un génie. Un génie, exact. Donc, et il parle de même nom avec K, en disant K, c'est le nom de l'Égypte ancienne. C'est comme ça, K, Égypte ancienne, Mana, milieu de terrain, et puis il y a un nom à Chuluba, c'est lui qui arrive jusqu'au bout. C'est lui de Mana Bintou. Donc il mange jusqu'au bout. Donc ce sont des noms scientifiques, et c'est donc des noms un peu symboliques, mais qui démontrent que l'homme avait transfiguré. Et là où ça nous aide de parler de ces rencontres avec le professeur Bimoignan, parce que dans ses mémoires, il dit qu'il avait critiqué tout le monde, même en commençant par le prof Bimoignan. Et un jour, il s'est rencontré avec lui, ils ont discuté toute la nuit, et il a converti. Donc Kamana est en lui la pensée de Bimoignan qui l'a aidé à aller plus loin. Professeur Moutela, Alain, vous avez fait la thèse sur les profs Bimoignan. Est-ce qu'il y a un moyen de nous expliquer cette relation entre Kamana et Bimoignan? Voilà, merci de la parole. D'ailleurs, les noms, selon nos traditions africaines, les noms, c'est tout un programme de vie. Son vrai nom, c'est Kangoudi Manabintu ou Kangoudi Chibemba. C'est le nom qu'on lui a donné quand il est né. Alors, du temps de l'authenticité, vous qui êtes plus âgé que moi, vous voulez effacer les noms importés. Vous voulez que l'Africain, qu'on lui donne les noms de son terroir, les noms de l'africanité, qui traduit l'africanité. Alors, quand là, c'est Kangoudi, Manala, il a pris Manabintu. C'est lui qui termine les choses, ou c'est lui qui va jusqu'au bout de la logique des choses. Alors, je pense que son nom, qui est un programme de sa vie, lui, il a traduit ça dans sa vie, il est allé jusqu'au bout. Et comme c'est quelqu'un qui voulait aller jusqu'au bout, il a dialogué avec les grands de son temps.
Et comme tout philosophe et tout théologien, il doit discuter, il doit interroger l'histoire, il doit interroger la tradition et ses grands frères qui ont pensé bien avant lui. Mais pour comprendre la rencontre entre le professeur Kamana et le professeur Oscar Bimouni Kouechi, il faut d'abord contextualiser les choses. L'Afrique subsaharienne a été évangélisée par les Occidentaux. Quand ils sont venus, l'intention était évangéliser, faire à ce que les Noirs rencontrent Jésus-Christ. L'intention était bonne, mais chaque chrétien est fils de son temps. Alors les missionnaires qui sont arrivés chez nous, ils avaient un préjugé, peut-être en bonne foi, parce que l'Occident de l'époque en général a défini les Noirs négativement. Nous avons été définis comme le peuple qui n'a pas d'histoire, un peuple sans civilisation, un peuple sans religion. Et même du point de vue théologique, les Noirs étant incapables de penser, ils ne pouvaient pas faire grand-chose. Même la théologie devait être quelque chose déjà préfabriqué en Occident. Et l'homme noir devait être seulement comme un homme qui est affecté par le syndrome des perroquets. Donc répéter mécaniquement ce que les intelligents, les civilisés ont produit comme pensée théologique. Alors nous avons maintenant les pionniers, comme le professeur Moulago, les patriarches qui sont encore vivants, Tshibangou, Tshishiku. Ils ont réagi. Il y a eu ici à Kinshasa un débat sur la possibilité d'avoir ou non la théologie africaine entre le professeur Tshibangou et les doyens de la faculté de théologie de l'époque, Alfred Van Est. De quoi il s'agissait? Comme les Noirs étaient considérés à tort comme incapables de penser, ils devaient répéter ce que les maîtres disaient. Le professeur Tshibangou, à l'époque, il est encore étudiant. Il a mis en doute cette manière, cette arrogance, cette jactance. Il a dit non, la philosophie doit être, la théologie doit être caractérisée. C'est-à-dire quoi? C'est quelque chose qui naît dans un contexte. Et c'est le professeur Oscar Bimouni Kouechi, si vous me permettez, qui a mis fin à cette discussion sur les conditions des possibilités d'avoir en Afrique une pensée théologique appelée africaine. Dans sa thèse et son unique livre, Les discours théologiques négro-africains, problèmes de fondement, publié en 1981, mais c'est sa thèse doctorale qu'il a défendue à Louvain-la-Neuve en 1977. Oscar Bimouni Kouechi dit ceci: la théologie comme discours ne peut pas être importée, ne vient pas d'ailleurs. Chaque communauté chrétienne qui a entendu la parole de Dieu, qui a réagi, qui a adhéré à Jésus-Christ, commence à réfléchir sur son expérience de la révélation, sur son expérience de la foi, sur sa communauté. Et les discours qu'il prononce est théandrique, c'est-à-dire quoi? Il se réfère à Dieu, mais il se réfère aussi à son milieu ambiant, là où il vit. C'est à partir de son milieu ambiant que les théologiens ou les chrétiens africains puisent des catégories, des métaphores profondes pour pouvoir parler de sa rencontre avec son Dieu. Alors ce n'est pas quelque chose qu'on peut africaniser, ce n'est pas quelque chose qu'on peut adapter. La théologie, où elle est africaine, où elle ne l'est pas. C'est la même chose, je pense, à la philosophie. La philosophie, où elle est africaine, où elle ne l'est pas. On peut réfléchir sur d'autres expériences des autres, des occidentaux. Mais la réflexion doit être africaine. Alors là, nous sommes dans les sièges des théologiens qu'on appelle les théologiens de l'inculturation. Parmi lesquels on trouve Monseigneur Tshibangou. Monseigneur Tshibangou est aussi là dans ces courants de pensée, la théologie de l'inculturation. Le professeur Alphonse Ngindou Mouchete et tant d'autres, ils sont dans les mêmes sièges. Kamana a fait une critique sérieuse à tous ces géants. Mais contre Bimouni. Contre Bimouni, oui, c'était contre tout le monde, mais d'une manière particulière, parce que Bimouni, c'est une figure emblématique de cette théologie. Il y en a qui disent que c'est lui-même le père de cette théologie de l'inculturation. Mais de quoi il s'agit? La théologie de l'inculturation veut que la culture africaine devienne l'expression ou entre dans les systèmes de pensée chrétiens. C'est un peu ça. Il s'agit d'une évangélisation en profondeur de la culture profonde africaine. Nous avons dit que la foi, c'est quoi? C'est la rencontre. Dieu qui parle par son Église, à travers la médiation humaine, mais ceux qui parlent
dédiés aux Africains, ils sont sous la mouvance du Saint-Esprit. Ceux qui écoutent, ils sont sous la mouvance du Saint-Esprit. Mais quand on répond, c'est l'homme africain qui doit répondre. Et quand il répond, il ne répond pas comme un homme qui est coupé de sa culture. Il répond en tant qu'Africain. Et quand il adhère en tant qu'Africain. Sa foi devient africaine parce que c'est sa réponse qu'il donne. Sa réflexion, elle est africaine parce qu'il réfléchit en tant qu'Africain. Il ne peut pas réfléchir autrement. Et les théologiens de l'inculturation mettent l'accent sur la culture africaine. Ouais. Nous avons été définis comme un peuple sans histoire. Ouais. Alors, les théologiens de l'inculturation disent non, nos ancêtres ne sont pas les Gaulois. Et quand nous avons adhéré à Jésus-Christ, nous n'adhérons pas à la culture des évangélisateurs qui nous ont apporté la bonne nouvelle. C'est par eux que nous avons connu Jésus-Christ. Mais quand nous adhérons, nous n'adhérons pas à eux, mais on adhère au contenu du message chrétien. Et maintenant, qu'est-ce qu'il disait? Il y a comme un préalable. Avant d'adhérer ou de devenir chrétien, vous devez passer par la synagogue européenne, c'est-à-dire vous convertir à la culture occidentale. Bimouni et les autres, ils ont dit non, nous restons africains. Fidèles à Jésus-Christ sans cesser d'être africains, fidèles à l'Afrique sans trahir Jésus le Christ. Et ils mettent l'accent sur la dimension historique. Parce que quand on s'est converti au christianisme, c'est avec toute son histoire, notre passé, notre présent et notre futur. Maintenant, le professeur Kamana a regardé dans leur manière d'articuler ou d'effectuer les discours théologiques, il a dit, mais c'est comme s'ils mettent beaucoup l'accent sur la culture du passé ou les valeurs culturelles africaines du passé. Ils ignorent les problèmes actuels. Kamana était l'homme du présent. Il voulait réfléchir sur la souffrance actuelle. Mais vous parlez de la culture, notre passé de gloire, notre passé glorieux, mais c'est un passé qui est passé. Maintenant, il y a des problèmes, nous sommes exploités, donc il faut réagir. Alors c'est là où il a critiqué. D'après lui, il pensait que les théologiens de l'inculturation ne s'occupaient pas de la libération intégrale de l'homme noir. C'est là où il a critiqué, sans pitié, tous les théologiens, en leur disant que vous êtes en train de nous endormir parce que vous nous parlez du passé, pendant que nous sommes dans le présent et nous sommes exploités. Donc il faut parler de la théologie, de la libération, parce que l'homme noir a besoin d'être libéré. Le professeur Oscar Bimouni l'a convaincu parce qu'il lui a dit que l'homme noir que vous voulez libérer là, il a son histoire. Et la libération, elle doit être d'abord culturelle, parce que nous avons été aliénés culturellement. Et c'est l'aliénation la plus aliénante qui puisse exister dans le monde. Quand un peuple est aliéné culturellement, même si du point de vue économique, vous lui donnez l'argent, les pauvres culturels restent toujours pauvres, même s'il peut dépenser l'argent qu'on lui donne. Nous avons des exemples ici. Combien de financements que nous recevons de l'Occident? Mais est-ce que ça nous avance? On n'avance pas. Mais c'est parce que nous sommes aliénés culturellement. Alors, d'après le professeur Oscar Bimouni Kouechi, la vraie libération, elle est d'abord culturelle. Et quand un peuple est libéré culturellement, il peut maintenant se développer. Mais comment tu sais parvenir à parler de bosquet initiatique? Parce que comme on a dans ses écrits, il dit, c'est quand il a rencontré le professeur Bimouni qu'il a convaincu du bosquet initiatique. C'est quoi? Voilà. C'est mystique ou bien c'est quelque chose qu'on peut palper? Oui, le professeur Oscar Bimouni Kouechi, dans sa thèse, dans son livre ici, Discours théologique négro-africain, et dans tant d'autres articles qu'il a publiés, il dit ceci: le bosquet initiatique n'a pas flambé. L'essence qui l'abrite et qui abrite n'a pas été capturée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils sont venus, comme je viens de le dire, ils ont dit nous sommes sans culture. Le bosquet initiatique, c'est quoi, pour simplifier les choses? C'est la culture profonde de l'homme noir. C'est notre africanité. Non, c'est quoi? C'est pas les mystiques? Bon, je vais expliquer. Le bosquet a trois sens dans la pensée du professeur Oscar Bimouni Kouechi. Exact. Le premier sens, il est d'abord topologique ou géographique. Nos ancêtres avaient leur manière d'éduquer la jeunesse. Les bosquets initiatiques ou les bosquets enchantés, c'est les lieux géographiques où on a mené nos jeunes pour qu'ils s'ouvrent à l'humanité, qu'ils deviennent des adultes. Ouais. C'est les lieux où on pouvait même faire les rites de passage, notamment la circoncision, pour devenir adulte. Mais c'est les lieux où le peuple africain éduquait sa jeunesse pour lutter contre même la paresse, apprendre les métiers, les ports de masques, comment célébrer les funérailles, par exemple, ou les obsèques d'un roi, et comment
chanter pendant les moments festifs ou les moments de douleur. Parce que chez nous, on chante la joie, mais on chante Ça, aussi c'est la douleur. toujours topologique. Oui, oui. Nous sommes dans la forêt sacrée où les jeunes sont détachés du village et ils sont formés par les maîtres d'initiation. Le deuxième sens? Le deuxième sens, il est plutôt épistémologique. Les bosquets initiatiques, dans la pensée du professeur Oscar Bimouni Kouechi, cessent d'être les liens géographiques où on formait les jeunes. Il devient les liens de la prise de parole. Par exemple, nous sommes ici, vous m'avez accordé la parole, j'ai pris la parole à partir de là où moi je suis assis. Nul ne peut partir de nulle part. Il n'y a personne qui peut partir de nulle part. Chacun a toujours son point de départ. Nous les Africains, quand nous parlons, du point de vue théologique, philosophique ou politique, quel est notre point de départ? Et troisième sens? Je complète. Les bosquets initiatiques, dans ce sens, devient les promontoires, les lieux d'où l'on parle, les lieux d'où l'on prend la parole pour devenir des troisième sens. Le troisième sens, le bosquet devient un lieu théologique. C'est-à-dire quoi? Dieu, il est partout. C'est ce qu'on nous a dit. Mais l'homme, il est toujours situé. Dieu, pour pouvoir rencontrer l'homme africain, il doit le rencontrer dans son lieu propre. Et ce lieu propre, Oscar Bimouni Kouechi l'a appelé bosquet initiatique, c'est-à-dire dans sa culture profonde. Parce que je me rappelle quand Kamana était vivant, tu étais d'ailleurs quand on discutait, il nous disait, quand il avait parlé avec le prof Bimouni, il dit, Kamana, tu ne comprends pas comment les choses fonctionnent. Il a pris un exemple au village, il y a par exemple une rivière, et dans cette rivière vous avez des crocodiles, et ça sort et puis ça revient. Voilà. Donc, c'est tellement mystique, parce que chez nous, au village, quand vous devenez chef, on doit vous initier. Voilà. Donc on vous ouvre les yeux. Le prof, c'est bien. Tous ces penseurs, ces théologiens, ont été exclus de l'Église. Non, ils n'ont jamais été exclus. Quand on est exclu, dans le sens qu'il faut normalement qu'ils soient dans l'Église institution. Mais ils ne sont pas là. Bon, il faudrait peut-être bien recadrer les discours. Oui. Prenons l'exemple de l'Occident. On ne peut pas ne pas se comparer, même si nous sommes en Afrique et nous parlons de l'africanité ici. La pensée a son histoire. Il y a toujours la dialectique. Nous avons les philosophes ici. Les thèses peuvent se contredire. C'est normal. Il y a eu plusieurs lignes. Il y a eu une galaxie de penseurs comme Nyindu Mouchete, Oscar Bimouni Kouechi, le cardinal Malula, qui n'était pas théologien, mais il était entouré de ces théologiens. Et puis la conférence épiscopale du Zaïre était l'une des conférences les plus respectées parce que derrière Malula, il y avait ces grands théologiens. Alors c'était un peu ça. C'est normal. L'Église, En tant qu'institution. comme institution, elle est faite des hommes. Les jalousies peuvent naître aussi, peuvent surgir. Et puis, à des fois, c'est le tribalisme. Chez nous, ici en Afrique, vous voyez, les gens comme Kamana ici, est-ce qu'ils ont été valorisés comme il se doit chez nous, ici en Afrique? C'est ça le malheur que nous avons, que nous ne savons pas valoriser les meilleurs parmi nous. Un peuple qui ne sait pas valoriser les meilleurs parmi ses fils, c'est un peuple qui est voué à l'échec. Effectivement, notre échec, c'est parce que les penseurs ne sont pas valorisés. Et les gens comme Bimouni, qui ont pensé comme ça, bien connus en Afrique et même en Occident, il y a eu des jaloux au sein même de l'Église. Et puis, est-ce que ne remettez pas en cause les discours officiels de l'Église catholique? Là, c'est le professeur Bimouni ou bien le professeur Kamana? Tous les Kamana, les Nyindu Mouchete, ceux qui ont développé Voilà. la théologie De l'inculturation. Donc ils ont été exclus parce que quand on voit sur le terrain, même les religieux, je ne sais pas si on apprend ça à l'école. Donc, Disons que, Oui. je vais aller, Voilà. Oui. Quand on critique la pensée de l'Église, l'Église admet la critique, mais à des fois, elle est aussi dire avec ceux qui la critiquent. Et avec ceux même qui sont en dehors des normes et des règles de l'Église. Voilà. Ok, Alors, prof, on a compris, on passe par le prof. Les Bon, profs. disons- Mais prof, un moment. oui, Dans le discours de Kamana, il y a des termes qui apparaissent, la Renaissance africaine, la Renaissance du Congo. Comment la pensée de Kamana pouvait contribuer à la Renaissance africaine, à la Renaissance congolaise, mais aussi tous les penseurs africains? Parce qu'aujourd'hui,
dans de grandes institutions universitaires, à l'école primaire comme secondaire, on étudie les pensées africaines, ou bien les penseurs africains. Ben, c'est le travail que vous faites, c'est-à-dire vous efforcez à pouvoir mettre en valeur, comme il le dit, les penseurs. Il faut qu'on les connaisse d'abord pour que les autres puissent effectivement les étudier, pour qu'ils suivent ce qu'ils tentent de nous montrer. Et Kamana, on l'a dit tout à l'heure là, d'abord sur le plan théologique, sachez que il était chez les jésuites à un certain moment comme étudiant, il voulait devenir prêtre. Il n'est pas finalement arrivé. Il est venu aux facultés catholiques, il a étudié, il a continué la philosophie, donc il n'a pas été prêtre. Après, il a quitté le catholicisme, l'église catholique. Il est allé dans l'église protestante. Tous ces voyages qu'il a effectués au Cameroun, à Paris, par-ci, par-là, au Bénin, en Côte d'Ivoire, c'est dans le cadre au Sénégal, du protestantisme. C'est pas dans le... Alors, ce n'est pas qu'il a été écarté, mais il a trouvé que son choix, sa voie était ailleurs. Et il est entré donc là où il a évolué, donc dans l'église protestante. Sur le problème de la théologie, de l'inculturation, il faut dire que, vous savez, les prêtres qui font la théologie, toujours, commencent par la philosophie. 2 ans ou 3 ans de philosophie. Et naturellement, ils apprennent tous ces philosophes qui ont produit, notamment pour nous, qui ont produit cette philosophie que nous avons ici. Et essentiellement Tempels. En fait, on l'oublie souvent, mais ça part du père Placide Tempels, qui, lui, écrit sur la philosophie bantoue, mais en théologie, parce qu'il était prêtre, en théologie ou en religion, en sciences religieuses comme tel, il a écrit un bel ouvrage, Notre rencontre. Il explique comment il devait procéder pour faire accepter la parole chrétienne aux païens, c'est-à-dire au peuple congolais, peuple africain que nous sommes, et il explique sa démarche. Intéressante. Il dit par exemple que pour bien faire passer l'évangile, je dois moi-même, prêtre, me convertir en africain, en congolais, en Luba du Katanga. Il faut que je devienne grec parmi les Grecs, juif parmi les Juifs, Luba parmi les Luba. Et il va prendre en compte la logique de pensée et d'action de ce peuple Luba au Katanga. Et en maîtrisant cela, dit-il, il va pouvoir maintenant voir les aspirations fondamentales de ce peuple africain. Et ce sont ces aspirations qu'il va comparer avec la philosophie chrétienne, la religion chrétienne. Et en comparant, il remarque d'ailleurs qu'il y a une convergence formidable. Et c'est à partir de là, c'est comme par une méthode de captation ou de conversion de lui-même. Vers là, il a trouvé que chez les Bantous, c'est la vie. Ayez la vie, ayez-la en abondance. Mais c'est exactement comme là. Alors, c'est donc pour dire que c'est pratiquement l'inspirateur premier et de la philosophie africaine et de la théologie de l'inculturation. Là, je voulais ajouter cet élément parce qu'il est cardinal, ce prêtre-là, Père Placide Tempels. Alors, pour Kamana, il est rentré, il est resté effectivement dans cette ligne de pensée-là. Donc, dans la Renaissance africaine, congolaise? Oui. Mais la Renaissance africaine ne peut pas se faire sans pouvoir penser, non seulement comme les Tchekanta Diop, les Obenga et les autres, les Bilolo, à l'Égypte ancienne, mais également à nos cultures relativement actuelles, où on rencontre notamment des lieux, des forêts comme des bosquets d'initiation, comme le dit
Bimoigny, mais également dans tout ce que nous produisons là. Et ce que révèle notamment Tempels dans toutes ses pensées, etc. Et il part de là, hein, philosophie et culture. C'est cela, en fait, qu'il nous indique. Nous devons absolument articuler toutes nos réflexions sur la culture plus ou moins traditionnelle du passé, mais également sur la culture. Au début, il a mis l'accent, comme l'ami le dit, il a mis l'accent sur essentiellement l'actuel. Parce qu'il venait d'apprendre par justement les philosophes, comme le philosophe camerounais Toa, Martien Toa, que nous devons essentiellement travailler et presque exclusivement travailler sur notre être actuel dans le monde, c'est-à-dire notre situation face à l'Occident, face à la colonisation. Et il dit même, nous devons nier le passé, parce que le passé... Ça, c'est Marcel Toa. Marcel Toa. Et ça a eu de l'effet sur un homme comme Kamana, justement. Il dit, Toa dit, nous devons nier notre passé, parce que notre passé ne nous a pas permis de résister contre la colonisation. Donc, notre passé, nos cultures traditionnelles sont défaillantes. Il y a comme une sorte de faiblesse fondamentale qu'il faut absolument casser. Et Kamana, dans plusieurs de ses livres, justement, revient sur ça. Revient notamment sur le problème des religions. Les religions, disons, la religiosité excédentaire des Africains, qui deviennent comme une sorte d'imbécilisation collective de nos esprits. Il le dit. Il le dit dans ses écrits. Il le dit dans ses écrits. Oui. Une hyper-religiosité qui nous amène à finalement considérer que la raison ne sert plus à rien. Il suffit de la foi, une foi complètement aveugle, naïve. Une foi naïve, une foi qui imbécilise. Et c'est cela que nous prenons pour argent comptant et qui doit pouvoir mener et nos vies économiques et nos vies politiques et nos vies culturelles et sociales. Et là, vraiment, il critique beaucoup cela. Il propose, évidemment aussi, bien que je suis tout à fait d'accord, et je dois le dire, je suis tout à fait d'accord avec le préfacier, qui a dit que le Kamana n'a pas un système de pensée. Mais ça, c'est le professeur Ngal, Georges Ngal. Le professeur Ngal, oui, oui, il a raison. Oui, oui. Parce que j'ai lu Kamana, il constate, il critique, il propose ça et là, essentiellement, par exemple, ce qu'il propose, c'est une révolution de notre pensée, une révolution, même une révolte collective de notre énergie spirituelle, de nos énergies. Il était poète aussi, oui. Parce que son langage est très littéraire et très poétique. Oui. Donc, il faut la révolte. Mais dans les écrits de Kamana, je ne vois pas une construction de système qu'il propose, par exemple, pour pouvoir nous libérer, pour pouvoir nous détacher, nous déconnecter de l'Occident ou de la pauvreté, du sous-développement. Non, un système cohérent. Non, lui ne pensait pas comme ça. Il disait que je suis Mana, le grand footballeur qui va distribuer. Donc, oui, c'est exact. Il va prendre les pensées des autres pour... Exact. Ok, allez-y. Je pense que... Nous sommes à la fin. Hein? Oui, on présente Kamana, son système de pensée. Là, nous voulons dire maintenant quelle est la ligne de conduite que lui a gardée dans sa pensée. Il est reconnu au niveau mondial, même national, comme le défenseur de la théologie de la reconstruction. De quoi s'agit-il dans sa pensée? Quand il parle de la théologie de la reconstruction, il fait allusion d'abord au changement des mentalités. Il dit que le prof a évoqué ici Marcien Toa, les philosophes qui disaient qu'il faut nier notre passé. Mais à partir de la rencontre avec les théologiens de l'inculturation, notamment le professeur Oscar Bimoigny Kweshi, le professeur Kamana a dit que nous avons été conditionnés par les récits négatifs. Parce qu'on nous a dit, on nous a inoculé un complexe d'infériorité selon lequel notre passé, c'est seulement un passé de défaite. Mais nous avons aussi un passé de gloire. C'est comme ça que vous allez voir dans ses écrits, il parle du souffle pharaonique
dans sa perspective christologique par exemple. Il dit que les récits ou les mythes fondateurs de l'Afrique, les moments de gloire là, peuvent susciter en nous l'enthousiasme. Parce que si nous lisons notre histoire négativement, nous pensons que notre passé était seulement un passé négatif, un passé de défaite. Psychologiquement, nous avons déjà perdu toutes les guerres, toutes les batailles. Alors, comme on a dit, la théologie de la reconstruction, la théologie du bonheur partagé, ces changements de mentalité, et il faut inventer les nouvelles imaginaires. Okay. Voilà, c'est ça les mots. L'imaginaire social, c'est-à-dire, on doit inventer les mythes fondateurs, ouais. C'est-à-dire les récits positifs. Une lecture positive de notre passé, une lecture positive de notre présent, on va maintenant projeter notre avenir. Mais tout ça, on doit le faire comme du moins en tant qu'Africain. Avec les bosquets initiatiques. Voilà, dans les bosquets initiatiques. Ouais. Mais ouvert aux autres civilisations. Parce que, comme on a dit une chose importante, ouais. Il dit, les passés, on ne peut pas les reproduire tels quels. Ouais. Ça, c'est normal. Il y a eu des changements. Et la rencontre avec l'Occident, ça fait déjà partie de notre imaginaire collectif. C'est comme Moudiembe le disait. Voilà, il faut maintenant intégrer les deux, faire une jonction conciliatrice entre notre passé, la diachronie, entre notre présent, la synchronie, mais entre aussi les apports que les autres nous ont apportés, faire notre synthèse et aller de l'avant, mais en tant qu'Africains. Merci voilà, beaucoup, professeur. Nous sommes arrivés à la fin de notre discussion. J'espère que beaucoup de gens ont suivi. Il faut continuer le débat à la maison, dans vos salons. Mais vous savez, Kamana, en tant que philosophe, il ne voulait pas toucher au bien matériel. Il est mort pauvre. Comme Eboussi Boulaga, le philosophe camerounais. J'avais assisté aux funérailles à Bafia, au Cameroun. Donc, ce sont des véritables philosophes qui meurent pour leurs idées, mais qui laissent un héritage. Une fois de plus, merci et bonsoir. Merci. Bonsoir, professeur. Bonsoir, merci beaucoup. Merci, monsieur le directeur.